Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle critique, somme toute assez classique d'un film tout aussi classique mais un petit peu en avance sur son temps, Ennemi d'État, sorti en 1998 de Tony Scott. C'est un film avec Will Smith, Jon Voight, si on prononce le T à la fin, et Gene Hackman. C'est un film qui a coûté 90 millions de dollars à l'époque, il en a rapporté 250, avec d'assez bonnes critiques à sa sortie. Il dure 2h10 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h10 ? Eh bien c'est l'histoire d'un avocat, Robert Clayton Dean, qui se retrouve malgré lui en possession d'une cassette contenant l'enregistrement d'un meurtre d'un sénateur. Utilisant les technologies à sa disposition, la NSA va le traquer pour mettre la main sur cette fameuse cassette. Généralement, les gens n'aiment pas vraiment Tony Scott, le reléguant à un simple faiseur de films comme on en attend aujourd'hui, mais je pense qu'avec ce film-là, même avec des films comme Jour de tonnerre par exemple, ou Top Gun, Tony Scott est un petit peu plus fin qu'on ne le croit, et surtout c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement les codes du film d'action, et voire même en a inventé. Pour notre plus grand plaisir, c'est un film sur la conspiration, une véritable Gestapo électronique informatique que nous montre le réalisateur avec ce film-là. C'est un thriller technologique, on peut vraiment parler d'Ennemi d'État en ces termes. L'élément qui déclenche tout, c'est une cassette. Donc un élément technologie bien sûr qui est dépassé aujourd'hui, mais à l'époque c'était quand même assez dingue ce qui se passait dans ce film. C'est assez efficace et généralement les gens qui aiment bien les intrigues qui concernent des gens ordinaires pris dans des situations extraordinaires, des films dans le style La mort aux trousses, c'est l'exemple qui me vient, le plus ancien qui me vient évidemment en tête, puisque nous avons vraiment un homme qui a son petit train-train, qui est plutôt aisé, qui a sa vie qui roule toute seule, et tout d'un coup, il va être mis vraiment malgré lui dans une situation complètement hors de contrôle. La mort aux trousses, c'est vraiment ça. Il se fait courser comme ça, sans savoir pourquoi, et bien sûr une mise en scène de la traque. Je crois qu'il y a même une traque qui dure 10 minutes dans le film, c'est assez dingue, où il passe par un tunnel, un hôtel, enfin c'est assez... Voilà, le film il va assez loin dans son délire, et c'est bien sûr peut-être l'hommage le plus évident, mais qui n'a pas été forcément relayé partout. Je l'ai surtout lu dans les critiques américaines, parce qu'il s'agit aussi d'un film américain qui est très connu quand même, c'est Conversation secrète. Conversation secrète de Francis Ford Coppola. C'est un clin d'œil plus que un hommage général au film, puisque dans Conversation secrète, nous suivons quelqu'un qui fait de la surveillance. Alors qu'ici, nous suivons quelqu'un qui subit cette surveillance, et c'est plus un clin d'œil parce que nous avons une scène à Vermont Square où notre héros et son ami sont écoutés à distance. De plus, je pense qu'il y a aussi une sorte de clin d'œil à Conversation secrète. On voit une photo de Gene Hackman jeune dans un dossier de la CIA, et c'est une photo issue de Conversation secrète. Gene Hackman étant le héros du film de Coppola, il se retrouve ici dans le rôle d'un homme qui est paranoïaque. C'est presque une continuité, on pourrait même croire peut-être que Brill, dans le film de Tony Scott, c'est le héros de Conversation secrète, sachant que, je vous le rappelle, la fin de Conversation secrète, c'est notre héros qui est en train d'arracher les papiers peints et de détruire les murs de son appartement parce qu'il pense qu'il a été mis sous écoute. Voilà, donc on est presque dans une continuité de paranoïa jusqu'à une forme extrême qui nous est montrée dans ce film-là. Ici, la narration par rapport à Conversation secrète est typiquement hollywoodienne. Elle est orientée aventure-action, il n'y a pas d'ambiguïté. Le film n'a pas d'à côté, il se concentre sur son intrigue. Est-ce qu'il perd dans ce cas-là la complexité du film de Coppola ? Sur un plan émotionnel, oui. Sur le thème d'Ennemi d'État, qui est la surveillance, le film de Scott va plus loin. Il est surtout plus moderne par rapport aux années 70. On a des personnages aux objectifs très clairs, des antagonistes clairs et nets. Le film reflète aussi l'abandon de la complexité en faveur d'un film complaisant pour son public. Le film nous dépeint une Amérique
qui a adopté le système de police virtuelle où personne n'aura de vie privée. On peut bien sûr se dire, jamais le gouvernement ne ferait ça. Le film commence d'ailleurs par « respecter ma vie privée ». Comme le dit le chef de la NSA Reynolds, on est en guerre 24 heures sur 24. Et donc, il se permet de faire des magouilles qui font assez peur pour faire valider son projet de surveillance totale. Les mecs peuvent falsifier absolument n'importe quoi, c'est terrifiant ce qui se passe dans le film. On a presque envie d'y croire qu'en vrai, ça peut vraiment se passer comme ça, que les gens qui sont à la tête de ces structures délicates sont des gens qui peuvent être corrompus très facilement, et donc ça nous donne un contrôle qui est corrompu sur nos vies et un droit de regard surtout. C'est ça qui est le pire, un droit de regard terrible. Cette optique-là, c'est vrai que c'est pas forcément agréable, et le film nous le met quand même en avant. Alors c'est quand même assez dur comme film, hein. T'as beau te cacher, ça ne servira à rien. Les mecs arriveront toujours à te retrouver. La victime ne peut pas s'en sortir. C'est comme un cauchemar où le rêveur court vers nulle part. Le mec est traqué par des satellites. Mais qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Il y a même un moment, ils ont perdu sa trace, et à cause d'un petit truc, l'intrigue est relancée et les mecs ils arrivent à le retrouver en repassant des bandes de vidéos pour après retracer. Enfin c'est complètement ma boule, et c'est logiquement narré en fait. C'est pas tout d'un coup il y a un truc invraisemblable. Si au début il y a un truc un petit peu fou, mais je serais presque capable d'y croire tellement la technologie aujourd'hui en 2016 est poussée, avec des caméras qui le font pivoter comme si c'était un modèle 3D. Enfin, voilà, ça fait bien sûr fantasmer, hein. N'oubliez pas que c'est une fiction, donc la fiction ne se limite pas à ce qu'on fait dans la réalité, elle l'exagère, elle va au-delà, c'est ça Hollywood, bien entendu. Donc il y a aussi un contrat sur une certaine souplesse de la technologie présentée dans le film, qu'il faut accepter pour aussi prendre du plaisir à voir le film et à voir toute cette surveillance complètement déchaînée contre le pauvre Will Smith. Je précise aussi une petite chose, on a tendance à l'oublier, mais nous avons aussi dans ce film-là des premiers portables mis en valeur, servant réellement une intrigue dans la fiction. Je me rappelle encore, il y a très très longtemps, quand j'avais cours au lycée de cinéma, il y avait notre prof qui était en train de vanter les mérites des infiltrés de Scorsese en disant « Regardez l'utilisation des portables et tout ça ». Il avait une voix assez caverneuse, hein. Oui, regardez, ça c'est une utilisation moderne du portable et de la nouvelle technologie et tout ça. Mais en fait, maintenant que je m'en rends compte, il y a eu des films qui l'ont vraiment extrêmement bien utilisé avant. Déjà les Jason Bourne, d'une part. Mais en même temps, ce film-là, il y a toute une logique de télécommunication qui est assez dense, qui fait plaisir à voir parce que ça, c'est un film qui est vraiment en phase avec son temps, qui le devance même un petit peu, qui est vraiment en phase avec son temps, avec la technologie de son temps, et dont les portables, bien sûr, ce sont les premiers modèles qui sont très encombrants, mais en attendant, ils sont présents et ils servent réellement dans la fiction. Ennemi d'État peut être considéré comme une mise en garde, presque un petit peu trop apprivoisé des dérives d'une société. Le savoir est une arme et le regard est l'action, comme je vous le disais pour les Jason Bourne, sauf que ce film-là, il date de 4 ans avant le premier Jason Bourne, il date de 1998. La NSA fait presque un petit peu science-fiction par moment. La séquence du sachet, comme je vous disais, où l'image filmée par des caméras de surveillance devient carrément une espèce d'environnement 3D, et le mec peut zoomer, se rapprocher, comparer des plans, et ça donne un côté un petit peu spectaculaire. À un moment, on n'est pas à la NSA, on est à la NASA. Oh, il est passé par là. Caméra 2. On dirait une régie de match de foot. Non, mais c'est vrai, on a vraiment l'impression de ça. Et c'est aussi un film qui est pré-11 septembre, mais avec une thématique post-11 septembre. Ça, c'est aussi intéressant. L'optique de regard. Le regard de la catastrophe sous différents angles. Par exemple, la mort de l'ami de Dean, là, qui avait fait des copies de la cassette, on le voit sous plein d'angles différents. Un angle satellite, un angle humain. Ça, la multiplicité des angles d'une catastrophe, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ça c'est un élément qu'on retrouve régulièrement dans le cinéma post-11 septembre, et c'est aussi une logique de la paranoïa, de la surveillance. Et ça a été développé dans beaucoup de films qui sont venus après
le 11 septembre, et aussi il faut dire qu'on nous le traite sous un angle bien sérieux. Ce que je veux dire, c'est que ce film place des choses mais qui vont se développer de façon spectaculaire dans les fictions après la catastrophe des World Trade Center. Donc ce film est arrive un petit peu là, en avance sur son temps, et se place et on s'en rend pas compte, mais en fait ce film a été un petit peu précurseur. Quand je l'ai revu, mis à part des acteurs qui sont plus jeunes, peut-être une mise en scène par moment qui est un petit peu, on va dire, granuleuse. On sent que le film est daté, mais il se regarde, il pourrait sortir aujourd'hui. Je pense qu'on ne ferait pas des masses de différence. Ce que fait Tony Scott avec ses scénaristes, c'est qu'il utilise le thriller pour attaquer la société de surveillance. Ces choses si incroyables, dès qu'on dit le mot bombe, président et Allah, il y a des moteurs de recherche qui se mettent en place dans la même conversation, ces trois mots. Ça se déclenche, attention, nous sommes traqués, on va pas s'en sortir. Le film place tous ces enjeux-là, peut-être pour une durée de moins d'une semaine, dans la fiction. On est vraiment dans un quotidien au départ. Et hop, à partir d'un moment, ça devient complètement instable. Mais nous suivons la société de surveillance, la NSA, avant même de suivre vraiment notre héros. Il y a quelque chose qui vient menacer le tout, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'enrobage par la NSA, et dans cet enrobage, on va puiser notre héros. La NSA contrôle le tout, elle voit le tout, et donc c'est presque normal qu'on la voit en premier, elle, qui va après, se fixer sur un personnage principal. C'est pour ça que je vous parlais du savoir. C'est-à-dire l'estime du savoir, les gens qui connaissent beaucoup de choses, cristallisé, imposé, et du regard. Le savoir, c'est vraiment tout ce qui va dynamiser l'action. Et l'action, qu'est-ce que c'est ? C'est ne pas perdre le contrôle du regard. C'est-à-dire continuer à avoir l'omnivision. Tout voir. Et le but de Dean, c'est exactement le même but que Jason Bourne. Au final, c'est d'échapper à ce contrôle de la vision. D'échapper à l'omnivision. Devenir invisible. Voire même créer de l'invisible. C'est-à-dire ne plus créer du visible. C'est ce que fait Brill quand il enlève tous les vêtements, les petits bidules qui permettaient de détecter Dean dans l'ascenseur, et il s'occupe de ça. Voilà, donc Brill, il crée de l'invisible. Il ne regarde pas en haut, jamais regarder le ciel, puisque nous sommes constamment surveillés. Est-ce que le film traîne dans ce cas-là un petit peu en longueur ? Je ne trouve pas, c'est très rythmé. Il y a un moment, une espèce de baisse de tension assez drastique, parce que nous ne suivons plus vraiment nos héros, ils se laissent un peu aller, ils se laissent un peu déprimer avant de remonter. C'est bien sûr la chute avant la remontée du héros, avec bien sûr ce qu'on appelle dans le jargon scénaristique, en fonction des méthodes, le retour avec l'élixir. L'élixir, c'est la volonté de se battre, aussi la volonté de se réconcilier avec son ami, son partenaire. Dean et Brill vont se remettre ensemble pour lutter contre Reynolds et la NSA. Donc ils mettent en place un plan, et le plan, c'est presque l'élixir, jusqu'à une scène finale qui est une espèce de gros quiproquo complètement maboule. Le Dean, l'avocat, mais qu'est-ce qu'il a des couilles de faire ça? Et en fait, on se rend compte, parce que du coup, c'est nous qui avons l'omnivision à ce moment-là. Donc on a en fait l'inversion. C'est ça qui est génial. Le film est génial à ce niveau-là. C'est dans le partage des informations. C'est pour ça que je vous disais, regard et savoir, c'est la clé des films. C'est qu'à la fin, on a une situation où le spectateur en sait plus que les mecs de la NSA, que Dean, que tous. Et en fait, nous sommes devenus la NSA, en train de surveiller par rapport aux différents points de vue, comment ça se passe. Et en fait, on connaît l'histoire. On connaît toute l'histoire, même celle que n'a pas la NSA, par rapport à une mafia. Je vous en dis pas plus, mais par rapport à une mafia. Donc en fait, on a toutes les clés, nous, et on voit la scène se dérouler, et on se dit, mais c'est énorme ce qui se passe. Voilà, alors que la plupart des gens qui sont dans cette scène ne savent pas ce qui se passe. Et voilà, et en fait, c'est pour ça que je vous parlais de twist, même en termes de mise en scène et de rapport au spectateur, le film s'inverse, et du coup on prend énormément de plaisir tout en ne sachant pas vraiment la finalité de cette scène. Ça c'est du brillant. On voit bien que la Tony Scott, c'est un mec qui sait faire. Le truc fonctionne
Vraiment, mais voilà, ça fonctionne super bien. En plus, les actes sont vachement identifiables. C'est un scénario qui est vachement clair, avec une tension qui est palpable. On a toujours ce regard qui est là pour dicter l'action. C'est le regard, c'est l'action, et elle va amorcer l'action physique. Et de même que les gens qui sont sur le terrain doivent continuer à voir pour agir. Ils doivent toujours relayer les informations à la plateforme au-dessus. Donc la NSA, les mecs dans les bureaux. Donc il y a un va-et-vient de l'information dans ce film qui se fait, mais avec une grande habileté à narrer par le visuel ce qui se passe. Je trouve que c'est vraiment habile. Et Tony Scott utilise tous les artifices pour amener les personnages à cette fin où Dean utilise une situation du début pour retourner la situation dans ce brillant quiproquo dont je vous parlais. C'est le pur fusil de Tchekhov. Alors voilà, ce sont des termes qui varient en fonction des gens qui l'utilisent, mais le fusil de Tchekhov, c'est une idée selon laquelle on a une situation qui est présentée au départ du film et qui va nous être utile par la suite, souvent vers la fin du film. C'est le principe d'avoir un fusil dans un salon, et on sait que ce fusil va être utile à la fin parce qu'il y a le héros qui va l'utiliser à un moment clé. Généralement, ça peut être un objet, mais ici c'est plus une situation générale. À ce moment-là, Smith sait, et Hackman ne sait pas du tout. Hackman, donc Brill, qui lui souvent est au courant de ce qui se passe, des choses qui vont arriver. Et bien ici, il est perdu, et Smith, encore une fois, je vous parlais que c'était un renversement, cette situation de fin. Smith, de nouveau, contrôle la situation, alors que pendant 1h30 du film, il ne contrôlait absolument rien. Et c'est ça qui est brillant dans ce dernier acte, à travers un espèce de Mexican standoff. Les clichés habituels de Big Brother sont désamorcés et renversés contre ceux qui les utilisent. Regardez ce film maintenant, c'est deux choses. On voit très clairement qu'il y a un cinéma américain pré- et post-11 septembre, et c'est en même temps un film qui enfonce un peu des portes ouvertes aujourd'hui, mais on peut presque parler d'anticipation à l'époque. Parlons un peu des personnages. Will Smith en premier, il joue un mec cool, un peu tendance Men in Black, Independence Day, Wild Wild West. Mais Smith n'a pas fait que des gros blockbusters, il a fait d'autres films plus modestes. À l'époque, c'était vraiment le mec bankable. Il joue toujours un peu de la même façon décontractée, un peu ignorant de ce qui se passe autour de lui, mais toujours cool, et toujours ayant de bonnes idées pour se sortir du pétrin, toujours un bon dialogue pour se mettre le public dans la poche quand la situation est désespérée. Des gens comme Mel Gibson ou Tom Cruise étaient considérés, mais Will Smith a été choisi et a manifesté son envie de jouer aux côtés de Gene Hackman. Il avait déjà travaillé avec Bruckheimer sur Bad Boys. Il savait à quoi s'attendre, le producteur. Donc Will Smith est ici assez sincère, il est convaincant. Après, vous savez, juger une performance d'acteur, je trouve que c'est compliqué, on n'est jamais dans ces situations-là, on ne connaît pas vraiment les méthodes américaines, mais d'après quelques conférences que j'ai pu suivre, ce ne sont pas du tout les mêmes méthodes que les françaises, c'est plus une idée de répétition que de savoir le personnage et tout ça, ce qu'il a vécu dans le passé, ça c'est des conneries pour eux. C'est l'idée de répétition, c'est un métier, c'est vraiment une méthode d'acting qui est vraiment très différente. Je pense que là, ça doit se jouer aussi à ce niveau-là, mais moi j'ai toujours du mal. Je peux caractériser, par exemple, voilà, dans mes critiques ou dans mes présentations de films, les acteurs, les personnages qu'ils incarnent, mais c'est très difficile de dire « Oh, celui-là, il joue mal !» Mis à part quelques points, et souvent, des fois, je regarde les films en français, donc ça n'aide pas. Mais plus sur la gestuelle, mais après, dire « Est-ce qu'il joue bien, est-ce qu'il joue mal le rôle ?» Moi, j'ai jamais joué ça, ce serait difficile de se dire « Oh là là ah là, c'est très mal joué. Qu'est-ce que vous voulez que moi je n'ai pas été dans cette situation-là, je ne sais pas comment je devrais réagir au niveau du faciès, au niveau des émotions, de l'intonation. Ce Will Smith, ce Robert Clayton Dean, c'est un homme de loi qui passe hors la loi. C'est un homme parfaitement inséré dans la société qui va évoluer pour devenir un marginal, quelqu'un qui échappe au regard, quelqu'un qui échappe à la société.
dans une optique un petit peu de David contre Goliath. Le Hills, les Zay, les fameux Zay Hills, les personnes qu'on ne nomme jamais parce qu'ils sont toujours derrière des écrans, les personnes qui nous suivent mais on ne sait jamais vraiment qui ils sont. Eh bien nous sommes avec Will Smith et on va découvrir tout ce monde-là et un peu ses artifices en étant derrière les gens de la NSA mais aussi en étant avec lui. Comment peut-il échapper au regard? Comment peut-il échapper aux gens de la NSA? Et la vie de Dean commence à tomber dès qu'il revient chez lui et qu'il voit sa maison sans dessus-dessous. Il veut garder la tête froide mais il ne sait pas ce qui lui arrive et Dean en tant qu'homme ordinaire, eh bien il a affaire à des gens de la mafia, donc c'est déjà quelqu'un qui doit garder le contrôle. Et bien à ce moment-là, c'est la goutte qui fait déborder le vase et il perd son sang-froid dans des moments de crise parce que il se fait traquer et c'est très difficile de comprendre ce qui se passe et en même temps agir absolument pour sauver sa peau puisqu'il ne sait pas vraiment ce qu'ils lui veulent, mais s'ils ont des flingues, je pense pas qu'il faut attendre pour le savoir. La NSA, eux, ce sont les grands méchants du film, un système en lui-même fiable mais dont le chef est un humain qui peut être corrompu, donc un humain sujet aux émotions et donc quelqu'un qui n'est pas impartial. Jon Voight a un rôle intéressant, très bien joué. Il a cerné comment rendre ce personnage intriguant et charismatique. Il ne s'agit pas d'un rôle, un grand rôle et tout ça, mais il s'agit juste de bien l'incarner. Il veut couvrir les traces de son meurtre de sénateur qu'on a au début du film. Eh bien, il va de plus en plus loin jusqu'à s'enfermer dans une spirale de plus en plus grotesque où il monopolise de plus en plus de force en présence pour traquer Dean et Brill. Gene Hackman, quant à lui, eh bien, il est assez implacable et intraçable pour le coup. Il est aussi technologiquement implacable. Brill prend vraiment beaucoup de précautions. Et c'est amusant parce qu'il considère toujours Dean comme un petit merdeux, un mec qui ne comprend rien, qui est complètement dépassé. Il est très très dur le personnage, mais il est juste. Et nos deux héros disparaissent à un moment dans le film. Voilà, il n'y a plus rien. Et c'est presque à leur tour de piéger la NSA et de piéger leurs dirigeants. Brill prend du temps, est un peu le mentor de Dean pendant un bon moment dans le film, et puis à un moment, il faut qu'il y ait une évolution dans le dialogue, dans le rapport de couple, de partenaire, pour qu'après, le film, il redémarre un petit peu. Et bien, c'est à ce moment-là où je trouvais que la transition entre le mentor et le partenaire se faisait un peu lent, et c'est là où je trouvais que le film perdait un petit peu de sa substance, mais dès qu'ils ont redynamisé la machine, et bien, ça allait de nouveau. Gene Hackman, c'est le personnage qui sait comment ça se passe. C'est la personne qui a traversé le miroir de la NSA pour se retrouver de l'autre côté. Et il va expliquer un petit peu à Dean ce qui se passe. C'est celui qui va nommer les choses que Dean ne peut pas nommer. C'est lui qui va placer des noms sur le Hills, sur les Zay que Dean n'arrive pas à nommer. C'est aussi lui qui va lui expliquer comment traquer... quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire. Il dit des tas de trucs super compliqués, monopolise la parole dans une scène, et après il se tourne vers Dean et il dit « T'as compris ?» Et il y a Will Smith qui dit « Non ». Il y a Hackman qui soupire et tout ça. Voilà, je trouve qu'il y a une rythmique de dialogue qui est vachement fun, avec des punchlines efficaces au milieu d'une course-poursuite. Alors justement, à un moment, il y a un bâtiment qui explose. Et voilà, c'est en fond, et les mecs, ils sont en voiture, ils se font courser et tout ça. Il y a Dean qui dit à Brill « Pourquoi t'as fait exploser le bâtiment ?» Et il y a Brill qui lui répond « Parce que tu as passé un coup de téléphone !» Ça, c'est super efficace, et en plus, dans le contexte, c'est vraiment le cas, en fait. Il y a des dialogues, des fois, un petit peu trop explicatifs. Quand le chef de l'agence, Reynolds, a le rapport de la journée de track et il se pose avec sa femme qui a 20 ans de moins que lui. Voilà. Et cette dernière explique les motivations de Reynolds. « Oh là là, grâce à cet amendement, tu pourras avoir ta promotion. Oh là, mais t'avais pas besoin de ça. C'est tellement ballot, lourdingue cette façon de narrer du background de personnage. Là, je trouve que c'est super mal fait. Ça aurait pu être sous-entendu dans une réunion avec les espèces de grands chefs de la NSA, mais non, là c'est juste la femme qui délivre son texte, enfin bon. Alors oui, à ce niveau-là, là c'est sûr, c'est du cliché. Ah bah oui, les clichés des satellites qui tournent autour de la Terre, on a vu ça souvent, avec des plans en douche au-dessus de la tête des personnages. Alors bon...
insultants, clichés insultants. Alors moi je dirais plutôt que ce sont des clichés standards, peut-être plus insultant maintenant, mais à l'époque je pense pas que c'était si horrible que ça. Après bien sûr on a les clichés des Chinois, hein. Un petit couple de Chinois, il y a Will Smith qui se déshabille devant la femme chinoise, oh là là, tu vois. C'est gentil, voilà, c'est américain, ils y vont avec les gros sabots, voilà. C'est évident, voilà, on nous sort ça depuis des années, les gens font encore les surpris. Alors au lieu de se bloquer, il ferait mieux de les accepter, de passer une bonne séance, de passer un beau moment. Tu dis oh là là, les Chinois là. On a des petits rôles d'acteurs qu'on connaît, qu'on a vu dans des séries, qu'on a vu dans des films, bien sûr, qui sont encore plus connus maintenant. Des acteurs comme Jack Black, qu'on connaît très bien maintenant, hein. Aussi Seth Green qu'on avait vu dans Buffy contre les vampires, bien sûr, et je crois que c'est celui qui a créé Robot Chicken. Et on a aussi Barry Pepper, le sniper qui cite la Bible dans Il faut sauver le soldat Ryan, donc une figure qui est quand même assez reconnue. Et tout ce beau monde est dans une production de films d'action. Ils ont pris Scott parce qu'il sait gérer un rythme assez dingue, il le maîtrise vraiment bien. Ce n'est pas parce qu'il va à 200 km/h qu'il n'est pas maîtrisé. C'est compliqué, au contraire, de le garder comme il faut. Il décélère quand il en a besoin, lorsque Dean rencontre Brill, et passe sans transition d'un lieu à l'autre. Encore une fois, voilà une logique de flux instantané. La mise en scène se cale sur cette idée, comme on avait pu voir bien plus tard dans les Jason Bourne. C'est un film qui fait tellement penser à Jason Bourne, mais la différence, c'est que Tony Scott ne bouge pas assez sa caméra. Les plans sont assez fixes. Chez Greengrass, ça bouge parce que c'est à l'épaule. Il ne s'agit pas d'être auteur, je pense, mais de bien faire les films dans leur optique. En France, si t'es pas auteur, t'as pas réussi. C'est vraiment l'impression que ça me donne. C'est sûr qu'avec cette optique-là, les gens aiment bien défoncer les frères Scott. Ah bah oui, là c'est sûr, hein. Mais je pense qu'on peut y voir aussi presque un autorisme dans la manière d'exceller dans le rythme de l'action, et aussi une façon de narrer qui est très efficace, qui fonctionne vraiment très bien. C'est un film qui montre aussi rétrospectivement les progrès technologiques, les progrès techniques affichés dans le récent La Vengeance dans la peau, pour mesurer à quel point les gadgets en jeu ici dans le film ne constituent désormais que la pointe de l'iceberg actuellement. C'est un film parmi les premiers à attirer l'attention du grand public sur le problème de la traçabilité dans le cadre du cinéma de fiction. Mais l'évolution des moyens techniques et l'organisation en réseau de la société par le biais d'Internet, des téléphones mobiles, des smartphones, s'est accélérée depuis, au point de rendre les prouesses, dans le cas présent, à peu près anecdotiques. Il a été dit qu'un consultant en technique de surveillance était sur le tournage. Les Marines, par contre, ils sont méga aveugles, ils ont besoin de la NSA pour se diriger. Alors la NSA les guide pour se déplacer. C'est vraiment un process. Quand je vous disais que le regard c'était l'action, c'est vraiment ça. Les Marines, ce sont juste les exécutants, ils sont aveugles. Et ce rapport physique au virtuel est super stimulant à regarder dans tout le film. Le film fonctionne sur le flux d'informations, la parole, les téléphones, qu'on envoie d'une personne à une autre. Il y a une rapidité du déplacement physique qui devient aussi, étant donné que cette personne physique est filmée, ça renvoie à une rapidité de l'information qui nous est donnée à la NSA, mais qui nous est donnée aussi à nous, spectateurs. Plan débulé, panoramique violent, jump cut, caméra aérienne, plan douche, montage serré. Il y a un nombre de plans dans ce film qui est hallucinant. Les courses-poursuites et la mise en scène alternent les plans de fiction et les plans de surveillance, comme le satellite. Au montage, Tony Scott est vraiment bon, il sait quoi mettre comme plan et un rythme complètement dingue à donner pour que ça fasse de l'effet. La fusillade finale par exemple est très esthétique, c'est du shaky cam. Là c'est vraiment du shaky cam avec des flashs. C'est assez efficace comme effet que ça procure, c'est pas forcément ce qui est le plus agréable à l'œil, mais pour l'effet que ça doit procurer c'est très réussi. On abuse des effets clairement dans ce film là, c'est un peu pimpant, c'est précisément comme l'agence abuse des moyens de surveillance, ça rend cohérent le tout. Et on est témoin d'un changement esthétique si différent par rapport à Conversation secrète. Si on devait refaire des connexions avec
avec le film de Coppola. Là où il y a Gene Hackman, on a des scènes qui font écho. La scène du square à San Francisco, c'est un lien physique directement, mais le film de Coppola est un film peu cher, donc il y a peu de risques. C'est un style issu de l'Europe, avec des personnages complexes. Eh bien, Ennemi d'État, lui, il a des gros budgets. Donc en théorie, beaucoup de compromis pour attirer du monde, comparé à Conversation secrète qui avait une fraîcheur européenne, moins nerveux, bien sûr puisqu'il date des années 70, mais plus tourné vers son personnage. Et comment ce genre de choses peut affecter notre réflexion? Et ça commence par une mise en scène posée et intimiste. C'est l'idée du film de Coppola. Eh bien, le film de Scott commence de la même façon. On est posé au début, dans un milieu de nature, près de l'eau. Et après cette première scène, on a un générique complètement tarabiscoté, ultra rythmé, même trop rythmé, avec une grosse musique. Voilà, c'est pour montrer que, voilà, que tout d'un coup, la traque est déchaînée, comme elle va se déchaîner dans le film. C'est un film qui ne perd pas son temps, et c'est aussi un film qui est rated R, pour terminer. C'est un film, j'aurais pas pensé, mais qui est quand même classé, pas tout public. Il y a un petit peu de contenu sexuel, mais c'est très limité. Il y a un petit peu de violence visuelle, pas tant que ça, mais elle se fait surtout dans une scène en particulier, et bien sûr il y a quelques mots grossiers, et je pense qu'il en faut pas beaucoup pour que le film bascule dans du rated R. C'est soft dans la paranoïa, on met avant tout en avant l'action. Le film est haletant, et il est cool. Et il est encore d'actualité. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir ce film. C'est un bon thriller qui a du cœur. C'est une fiction qui nous fait fantasmer la surveillance, bien entendu. Une utilisation du thriller pour attaquer une Amérique qui surveille nos portables. Pour moi, c'est un bon film. Je lui mettrai un 14,5 sur 20. Pour moi, c'est une bonne note, je peux vous l'assurer. je lui regrette une certaine vieillesse, on va dire, par rapport à aujourd'hui. Et peut-être un ventre mou. Voilà, il y a peut-être 10-15 minutes où là, je m'emmerde, mais un truc de fou. Alors que le film continue, c'est pas comme si c'était mis en pause, mais il y a un moment, j'ai un désintérêt total, quoi. Mais je dois aussi remercier ce film au final, parce que quand j'ai fait mes recherches, je suis tombé souvent sur Conversation secrète de Coppola que j'avais jamais vu. Donc j'en ai profité pour regarder Conversation secrète. Vous ne l'aurez pas en critique, en tout cas pas tout de suite, mais j'ai pu en profiter de regarder pour l'occasion. Je l'ai apprécié un petit peu moins que ce film, parce que je suis plus contemporain, et on se rend bien compte que le cinéma a évolué, que tout s'est accéléré jusqu'à l'âge des personnages. Dans le film de Coppola, les personnages sont ou semblent beaucoup plus âgés que ceux présentés dans le film de Scott, à part Hackman et quelques têtes, mais c'est pour montrer aussi la différence de génération par rapport à leur statut dans le récit, et bien sûr par rapport à la surveillance même. Là on a quand même affaire, dans le film de Coppola, à des gens qui ont déjà vécu beaucoup de choses. Et dans le film de Coppola, faut pas oublier aussi que nous sommes dans une optique assez solitaire, alors que là, c'est quelqu'un qui est placé dans une société active, c'est quelqu'un d'actif qui a une famille. Donc on est vraiment dans un autre rapport, et le film de Coppola est un petit peu plus dépressif, je trouve, du début à la fin, par rapport au film de Scott qui est beaucoup plus enjoué. Voilà, j'ai terminé pour cette critique. Avec celle-ci se termine tout ce qui est télécommunication surveillance. Je voulais absolument parler d'Ennemi d'État par rapport à tout ce que j'avais dit pendant cet été sur Jason Bourne. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que cette critique vous aura plu. Je vous invite bien sûr à regarder Ennemi d'État si vous ne l'avez pas vu. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez que c'est un petit peu un film d'anticipation, ou vous trouvez que c'est de la merde parce que c'est Tony Scott? Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, moi j'étais assez surpris quand je l'ai revu de la qualité du rythme et de la narration visuelle. N'hésitez pas à vouloir, si vous avez envie, et bien sûr dialoguer sur ce point-là, ou même sur d'autres points, je sais pas, Will Smith, qu'est-ce qui vous inspire, voilà, n'hésitez pas à parler avec moi de ce film-là. En tout cas, je vous remercie de votre retour, et je vous dis à très bientôt pour la 199e critique. Allez, ce sera un documentaire. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!